Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction. L'avenir politique d'Israël se joue dans moins d'un mois, le 9 avril, et le tout est de savoir si le Premier ministre Benjamin Netanyahou va rempiler pour un 5e mandat à l'issue des législatives. Alors que 1, l'étau de la justice se resserre sur de nombreuses affaires de corruption qui le concernent et que 2, ses principaux adversaires ont fait alliance. Autour de moi aujourd'hui pour éclairer ces enjeux, Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour. Vous êtes historien spécialiste du Moyen-Orient et votre dernier livre, Main basse sur Israël, vient de sortir aux éditions La Découverte. À vos côtés, Elisabeth Marthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques, chercheuse à l'Institut international d'études stratégiques. Et nous sommes également en ligne avec le correspondant du Figaro à Jérusalem, Thierry Oberlé. Bonjour Thierry. Bonjour. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. C'est une émission interactive. Nous sommes sur lefigaro.fr et sur la page Facebook du Figaro. Et des questions, on en a beaucoup à poser. La première pour Thierry, justement, à Jérusalem. Dites-nous tout sur le nombre de députés, le nombre de mandats qui sont en jeu, le mode de scrutin, bref, l'enjeu de cette élection du 9 avril, Thierry. Alors, ce sont des élections législatives anticipées. Elles devaient normalement se dérouler en novembre, mais elles ont été avancées au mois d'avril. Il y a 120 sièges à pourvoir à la Knesset. La Knesset, c'est l'Assemblée nationale israélienne. Ensuite, c'est un scrutin qui se déroule avec un tour et qui se joue à la proportionnelle. Pour entrer au Parlement, chaque parti doit réunir 3,25% des suffrages. Et ensuite, à l'issue de ce vote, c'est au président de la République de désigner le Premier ministre. Il peut le faire, la tradition veut qu'il choisisse le chef du parti qui est arrivé en tête, mais il peut aussi également choisir la personnalité qui lui semble la plus à même de gouverner. Merci beaucoup Thierry. Donc, on lit quand même un paradoxe dans la presse depuis quelque temps sur cette élection, c'est que la liste Gantz-Lapid, c'est les deux adversaires qui se sont alliés pour essayer de battre Netanyahou, est légèrement en tête dans les intentions de vote, a en tout cas de bonnes chances de gagner, mais tout le monde s'accorde à dire que la coalition de gouvernement serait beaucoup plus compliquée pour eux. Alors, la particularité de cette élection, c'est donc qu'elle se joue à la proportionnelle, ce qui veut dire que le parti qui arrive en tête va obliger de monter une coalition pour gouverner. Et c'est là où les choses se compliquent, parce qu'il faut trouver des alliés. Et s'il y a actuellement deux partis qui sont dominants, c'est-à-dire le Likoud de Benjamin Netanyahou et puis la formation bleu et blanc de Benny Gantz et de Lapid, les deux, s'ils arrivent en tête, vont devoir choisir des alliés. Et c'est très compliqué, c'est-à-dire que Gantz peut arriver en tête, comme c'est le cas pour l'instant dans les sondages, mais lui a très peu de possibilités d'alliance, alors que de son côté, Netanyahou peut puiser dans les petits partis sionistes religieux d'extrême droite ou ultra-orthodoxes pour parvenir à refaire ce qu'il a fait il y a 4 ans. Donc si l'on comprend bien, Elisabeth Marthe, en fait, Benjamin Netanyahou pourrait devenir Premier ministre même s'il perd les élections. Oui, dans la mesure où s'il arrive à réunir, comme ça a été dit, une plus grande majorité, une coalition plus large, et qu'il dépasse effectivement les 60 députés, donc la majorité, il peut être élu et former sa coalition. Et comme ça a été dit, effectivement, l'alliance entre Lapid et Gantz a moins de voix, le réservoir de voix à gauche est plus limité. Donc de fait, c'est plus compliqué pour eux de former une coalition. Et probablement, également, ils ne voudront pas compter sur les voix arabes. Ça fait partie des débats aujourd'hui, ça peut représenter une dizaine de sièges, mais il est bien probable qu'ils refusent d'intégrer les partis arabes avec eux. Donc effectivement, ils sont en difficulté. On va écouter justement Benjamin Netanyahou en campagne qui aime résumer son adversité avec Gantz et Lapid à un simple clivage droite-gauche. או ממשלת ימין חזקה של הליכוד בהנהגתי, או ממשלת שמאל חלשה בראשות לפיד וגנץ שנתמכת על ידי המפלגות הערביות. לפיד וגנץ בעד עקירת יישובים. אנחנו נגד עקירת יישובים. C'est aussi simple que cela, Jean-Pierre Filiu, un clivage droite-gauche ? Non, absolument pas. Mais Netanyahou a fait de ce scrutin un référendum sur sa propre personne. Alors la grande nouvelle, c'est qu'au début de cette année, il partait gagnant. Et cette victoire annoncée n'est plus automatique. Donc
le débat est rouvert et c'est une excellente nouvelle pour la démocratie israélienne. En même temps, on voit bien la tactique de Netanyahou, hein, qui est la même sur ces différents scrutins. Et effectivement, il a déjà derrière lui 3 victoires consécutives. C'est un coup de barre à droite, à chaque fois plus sévère, en polarisant, comme on vient de l'entendre, sur les colonies. Hein, donc ça lui permet d'avoir le soutien inconditionnel des colons, non seulement dans l'isoloir, mais ce qui est peut-être encore plus important, dans les meetings, dans la rue, pour occuper le terrain. Hein. Et puis, il y a la caricature du débat. Le seul gouvernement fiable sera un gouvernement de droite et d'extrême droite autour de moi-même, c'est ce que dit Netanyahou, et en face, il y aurait la gauche qui serait plus ou moins dépendante des Arabes, c'est ce qu'il dit aussi. Or, étrangement, aussi bien Gantz que Lapid s'efforcent de ne pas du tout apparaître de gauche. Ils sont d'ailleurs tous les deux centristes. Ils sont alliés à Moshe Ya'alon, l'ancien ministre de la Défense de Netanyahou, qui lui est clairement à droite. Donc on voit bien qu'il y a du côté de Netanyahou des amalgames tendanciellement mensongers. On a notre internaute David qui nous dit « Netanyahou continue sa fuite en avant vers l'extrême droite », ce que vous rappeliez, juste pour sauver son poste et éviter les poursuites judiciaires. Il y a aussi effectivement la question des Arabes israéliens. On vient d'entendre Benyamin Netanyahou à ce sujet en disant « Mes adversaires ont le soutien des Arabes israéliens comme si c'était une infamie ». Oui, d'abord c'est faux. Ils n'ont pas le soutien des Arabes israéliens qui ont leur propre parti. La différence c'est que pour ce scrutin, ils vont aller en ordre dispersé, donc ils ne vont plus être rassemblés sur une même liste, mais ils n'ont absolument pas appelé à un soutien de la liste Gantz-Lapid. Donc effectivement, c'est un mensonge et c'est purement électoraliste. Thierry Oberlé, est-ce qu'il y a de vraies divergences sur les programmes, on va dire, entre Benyamin Netanyahou et Lapid Gantz? Alors, on vient d'entendre sur les colonies, on y reviendra peut-être, mais d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, d'un point de vue économique, est-ce qu'il y a des diversions entre les deux programmes? C'est-à-dire que les enjeux des élections, les thèmes les plus importants de ces élections, c'est d'abord la sécurité. Et sur ce plan, il y a très peu de différence entre le programme du Likoud et puis celui des Bleus et Blancs. Pour les uns comme pour les autres, l'adversaire, c'est l'Iran, avec son bras armé qui est proche de la frontière, le Hezbollah. C'est ça l'ennemi. Ensuite, il y a la question de Gaza. Et là encore, il y a, au-delà des discours et des discours très durs que peuvent tenir les uns et les autres, une volonté pour l'instant d'essayer de maintenir une sorte de statu quo sans vraiment perspective d'avenir sur la question de Gaza, donc qui est un territoire qui est tenu par les nationalistes islamistes du Hamas. Et puis, il y a la question de la Cisjordanie. Et là encore, il y a très peu de différence, c'est-à-dire que l'un comme l'autre ne parle pas d'une solution concernant le problème palestinien, d'une solution à 2 États. Et Gantz, lui, a quand même une petite ouverture. Il dit qu'il est prêt à discuter avec les Palestiniens s'il trouve des interlocuteurs crédibles. Et d'autre part, il a vaguement évoqué une possibilité de retrait partiel des colonies. Ça, c'est pour la sécurité. Après, sur les thèmes économiques, on retrouve un peu les mêmes approches, et il y a en revanche des divergences sur les questions de société, parce que Gantz reproche à Netanyahou de cliver la société, de diviser pour mieux régner, c'est-à-dire d'essayer de marginaliser les Arabes, de marginaliser les Druzes, et c'est une politique qui est dénoncée par Gantz. Finalement, ça se résume aussi à un combat de personnalité, on va dire, puisqu'évidemment, il y a une alliance de 2 personnalités fortes. Non, Netanyahou veut en faire un référendum sur sa personne. C'est lui qui clive, c'est lui qui polarise, et c'est lui qui, il faut le dire, est paniqué, parce que l'alternative, s'il perd le pouvoir, c'est peut-être à terme la prison. Donc ça hystérise, ça brutalise la campagne qui est menée par Netanyahou. Mais si la différence entre les programmes est si faible, comme vient de le rappeler Thierry. Oui, mais la question des programmes, au fond, est relativement secondaire. Il faut voir qu'actuellement, on n'assiste pas à une campagne électorale en Israël, on assiste à un feuilleton judiciaire.
c'est une très mauvaise nouvelle pour la démocratie israélienne, mais c'est comme ça et c'est Netanyahou qu'en est ça prouve finalement sa vitalité responsable. aussi. Sa vitalité. Et sa bonne santé peut-être. Et le fait qu'il a amené ses adversaires sur le terrain qu'il avait choisi. Mais je crois qu'il est important pour comprendre l'enjeu de ces élections, c'est que l'enjeu, effectivement, ça a été rappelé, ce n'est pas la paix avec les Arabes, mais c'est la paix d'Israël avec Israël. Et ça, c'est très important. Netanyahou a clivé, divisé, polarisé une société dont on sait qu'elle est très diverse, sur tous les plans, hein, confessionnels, politiques, sociaux, sociétaux. Et on voit bien qu'il y a une volonté d'Israël, au fond, d'arriver à un apaisement avec soi-même. Et Netanyahou est l'homme d'un conflit d'une partie d'Israël contre l'autre. Il le prouve d'ailleurs avec une brutalité inouïe au cours de cette campagne. Et Gantz pourrait être l'homme d'un apaisement, d'une réconciliation. Et je crois que ça, c'est beaucoup plus important que les programmes qui s'opposent. Et vous l'avez rappelé aussi, c'est un feuilleton judiciaire auquel on assiste en Israël. On va passer justement à la deuxième partie de cette émission sur ces nombreuses affaires et en quoi elles pourraient jouer sur le scrutin du 9 avril. Alors, l'exercice est un peu délicat car ces affaires sont nombreuses, mais je vais essayer de vous les résumer très rapidement. Sachez déjà que, par souci de clarté, elles sont toujours numérotées 1000, 2000, 3000, etc. L'affaire 1000 concerne des cadeaux, du champagne, des cigares, etc., que Netanyahou a reçus de la part de riches donateurs. Et puis, une enquête est donc en cours pour délit de corruption, fraude et abus de confiance. L'affaire 2000, elle part d'un enregistrement téléphonique entre Netanyahou et le patron du quotidien national Yedot Aharonot. Le Premier ministre suggère à ce patron d'être un peu plus positif dans sa couverture politique, en échange de quoi il mettrait des bâtons dans les roues de son rival Israël Hayom, qui est un quotidien gratuit. L'affaire 3000 maintenant, peut-être la plus grave, concerne des sous-marins achetés par Israël à un groupe allemand pour 2 milliards de dollars, et surtout au rôle ambigu de l'avocat personnel de Netanyahou, qui est également son cousin, qui aurait joué les facilitateurs de transactions et qui aurait touché des rétrocommissions. Et l'affaire 4000, enfin, concerne le géant de communication Bezek, qui appartient à un proche de Netanyahou et qui aurait bénéficié de réglementations favorables en échange d'une couverture politique plus avantageuse. C'est une histoire qui en rappelle une autre. L'homme à la manœuvre, vous allez le voir, c'est le procureur général Avishai Mandelblit. Il a fait part publiquement de son intention d'inculper Netanyahou, mais il souhaite d'abord le convoquer en tête-à-tête pour s'assurer de prendre la bonne décision. Mais nous avons appris en début de semaine que cette rencontre aura lieu après les élections. Et bien sûr, pour le principal intéressé Netanyahou, il ne s'agit que d'une vaste entreprise de déstabilisation. Écoutez. עכשיו, השמאל יודע שהם הישגים כאלה, הם פשוט לא יכולים לנצח אותנו בקלפי. ולכן במשך 3 שנים הם מבצעים נגדנו רדיפה פוליטית, מסע ציד חסר תקדים, שמטרתו אחת, להפיל את ממשלת הימין בראשותי ולהעלות לשלטון את מפלגת השמאל של לפיד וגנץ. Et un internaute nous dit, Netanyahou utilise les mêmes éléments de langage que Trump, à croire qu'ils ont les mêmes conseillers de communication. Elisabeth Martin. Oui, ils sont nombreux aujourd'hui à utiliser ce genre d'argument, y compris en Europe. La chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, et ce qui a été dit, c'est qu'effectivement, c'est surtout le symptôme d'un chef d'État, enfin d'un chef de gouvernement qui est à bout et qui ne sait plus quoi faire pour rester en place, parce qu'effectivement, la seule alternative, c'est peut-être la prison. Donc c'est surtout révélateur de ça, peut-être de la fin de sa carrière politique. Thierry, est-ce que dans les meetings auxquels vous assistez, et plus généralement quand vous parlez à des électeurs, vous sentez qu'il y a une préoccupation majeure sur toutes ces affaires de Netanyahou ? Oui, c'est un thème qui revient dans toutes les conversations. Maintenant, dans la façon, le système de défense de Netanyahou, il ne peut pas s'en prendre directement au procureur général, qui était d'ailleurs son ancien secrétaire pour les questions juridiques au cabinet du Premier ministre, qui est un homme qui défend l'État de droit. Donc, il développe la thèse du complot. Alors, c'est un argument qui a un certain écho auprès de son électorat, qui est un électorat populaire. Et chez Netanyahou, c'est bien sûr, il le fait par intérêt politique, mais il y a aussi chez Netanyahou une sorte de ressentiment à l'égard des élites et de l'establishment, de ce qu'il appelle les vieilles élites, c'est-à-dire cette élite souvent ashkénaze qui ont construit Israël au XXe siècle. Et lui est issu d'une famille qui était
un peu en marge, une famille intellectuelle aussi, mais qui était en marge, qui développait plutôt l'idée d'un sionisme révisionniste très à droite. Et c'est un peu, il a une volonté de revanche contre ses élites. Alors il met dans le même sac les magistrats, les journalistes, il en veut énormément aux médias, les policiers, certains universitaires, et puis aussi finalement l'élite militaire. Et parce qu'il faut savoir que Gantz, qui est un ancien chef d'état-major de l'armée, son parti, c'est un peu le parti des généraux, puisqu'il est entouré de deux anciens chefs d'état-major de l'armée. Et la question que l'on se pose du coup maintenant, quel sera l'impact sur les élections? Évidemment, probablement que sa base ne va pas arrêter de voter pour lui à la lumière de ses affaires, qu'elles connaissent d'ailleurs déjà, mais est-ce que cela peut convaincre les indécis de voter plutôt pour la liste Gantz-Lapid? D'abord, il faut quand même mesurer le degré de dégradation de la morale politique en Israël qu'impliquent ces trois affaires. Une procédure d'inculpation a été lancée pour les affaires 1000, 2000 et 4000 que vous évoquiez. Il n'y a qu'un Watergate, il n'y a qu'un Angola Gate, il n'y a qu'un Iran Gate. On ne sait plus combien il y a de Bibi Gate aujourd'hui. On en est à une dizaine depuis le début de sa carrière politique. En 1977, Yitzhak Rabin, Premier ministre, démissionne parce qu'on découvre que son épouse a un compte en dollars aux États-Unis, compte tout à fait transparent, mais qui contrevient à la législation d'échange. Donc on a complètement changé de monde. Et effectivement, Netanyahou a fait du Trump avant Trump, il en fait encore plus. Alors ce qui est très grave, c'est ce qu'évoquait Thierry Oberlé, c'est cette idée du vaste complot. Parce que là, on jette en pâture dans les meetings de Netanyahou et Netanyahou lui-même les institutions qui ont été évoquées, la justice, la presse qui est huée régulièrement dans les meetings, la police. Mais justement, est-ce que ça aura un impact dans les urnes le 9 avril? Alors ça, on n'en sait encore rien, mais là encore, il faut rappeler que avant même l'audience qui se tiendra après les élections entre le procureur général et Netanyahou, il lui a transmis une lettre réquisitoire de 57 pages, avec 60 pages de preuves qui sont non seulement accablantes, mais nauséabondes. Donc effectivement, il y a la fuite en avant, et on voit bien que pour Netanyahou, le seul horizon, c'est encore plus de populisme, encore plus de clivage, encore plus de polarisation. Et on voit bien qu'en Israël, la volonté de rétablir un peu de morale en politique participe, j'insiste sur ce point, sur la volonté d'apaiser le débat politique. Et Elisabeth Marteux, il y a donc une probabilité, une possibilité importante que Benjamin Netanyahou devienne Premier ministre, soit inculpé, et qu'il doive jongler entre son agenda de gestion des affaires internes et un agenda juridique où il va devoir être entendu, se défendre. C'est envisageable, effectivement, c'est possible. Si ce n'est pas la coalition qui est élue, effectivement, il peut se retrouver dans cette situation. Dans ce cas-là, il ne sera pas obligé de démissionner le temps de l'enquête. Maintenant, libre à lui de décider ou pas, selon son électorat, selon les membres du gouvernement, selon la coalition. Il va peut-être être amené à devoir démissionner et on repartirait dans un cycle encore d'élections anticipées. Bon, là, c'est difficile à dire actuellement, mais ça dépendra aussi de sa coalition, de la solidité de sa coalition. Si les membres, les petits partis de la coalition estiment à un moment donné qu'ils ont intérêt à faire tomber la coalition parce que c'est dans leur intérêt pour gagner plus de voix, voilà, c'est un peu... Par souci de l'opinion, tout simplement. Par souci de l'opinion, oui. Chacun, de toute façon, est dans des logiques électorales, là. C'est au-delà du bien d'Israël. Chacun cherche à emporter des voix. Thierry Oberlé, vous voyez, parmi ces petits partis de droite qui soutiennent Benjamin Netanyahou, certains se poser des questions et éventuellement envisager de retirer leur soutien à Netanyahou? Pour l'instant, il y a un seul parti qui se pose des questions, c'est le parti de Kulanu de Moshe Ralon, qui soutient du bout des lèvres Netanyahou. Mais les autres partis, les partis qui sont à droite ou d'extrême droite carrément, eux sont juste pour l'instant à la recherche d'une coalition avec lui. Alors dans ces partis, il y a des partis, il y en a un qui est en train de monter, qui aura peut-être suffisamment de voix pour être représenté, qui est un parti extravagant qui s'appelle Zéhout, qui est pro-cannabis, qui défend le sionisme religieux, qui demande à renvoyer des Arabes de l'autre côté du Jourdain, en Jordanie.
et qui défend une sorte de western biblique. C'est très étrange. Et puis il y a un autre parti qui est composé de suprémacistes. Alors il faut essayer de voir quelle pourrait être cette coalition, comment elle pourrait fonctionner. Et surtout, Netanyahou risque d'être sujet à des chantages de ses partenaires, notamment du parti de la Nouvelle Droite, ils peuvent faire monter leurs exigences pour monnayer leur soutien lorsque Netanyahou sera encore plus en difficulté avec une véritable inquiétude. C'est passionnant ça, Elisabeth Marteux. Effectivement, tout est en train de se jouer dans les couloirs de la Knesset pour savoir qui pourra faire alliance avec qui et en contrepartie de quoi il faudra peut-être voter. Alors là, ça sera peut-être un arrangement sur le cannabis, une nouvelle législation. Enfin. Le cannabis, peut-être pas, mais en tout cas, effectivement, dans la nouvelle droite, il y a des candidats ambitieux. Il y a Naftali Bennett, il y a Ayelet Sheked, qui, eux, pensent à leur avenir politique. Donc il n'est pas impossible qu'ils acceptent une coalition avec Netanyahou pour mieux la faire tomber après, lorsqu'il sera sur le coup d'une inculpation. Donc c'est ça qui est en train de se jouer. Vous êtes déjà plusieurs à réagir. On a un internaute qui nous dit « J'espère bien que Netanyahou va les perdre, ces élections. Cet homme est corrompu, malhonnête, responsable de nombreuses dérives. » Alors, vous décrivez dans votre livre, Jean-Pierre Philu, tout ce système autour de Netanyahou qui ressemble vraiment à un système mafieux où il se laisse offrir quantité de présents, il renvoie l'ascenseur à ses proches. Et vous dites même, on peut se demander si l'immunité associée au pouvoir ne lui est pas plus précieuse que le pouvoir lui-même. C'est une motivation pour Netanyahou. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est sa motivation fondamentale. Mais il faut voir qu'au-delà des questions d'éthique qui sont essentielles, ça signifie que l'argument principal de Netanyahou, qui est qu'il est le seul à même de constituer un gouvernement fiable et durable, ne tient pas. Et on voit bien qu'au fond, les tendances lourdes de la société israélienne appelleraient un gouvernement au centre. C'est d'ailleurs l'intuition tout à fait géniale d'Ariel Sharon à la fin de sa carrière politique, quand il recompose contre Netanyahou, à l'époque son ministre, la scène politique israélienne au centre. Et depuis, Netanyahou n'a eu de cesse que de casser l'œuvre de Sharon pour aller de plus en plus à droite et aujourd'hui à l'extrême droite, y compris les suprémacistes. Donc c'est, je crois, une élection fondamentale pour savoir vers où va se diriger la démocratie israélienne. Plus de Netanyahou, donc plus de populisme, donc plus de surenchère, ou alors un apaisement vers le centre, quel que soit ce qu'on pense de la coalition blanc-bleu, au moins on aura un gouvernement pluraliste qui accepterait la diversité. Et c'est peut-être aussi le moment de parler d'un mot, du bilan de Netanyahou. Il est Premier ministre depuis 2009. Est-ce que d'un point de vue social, économique, il a un bilan positif pour le pays ? Les indicateurs sont positifs. La croissance à plus de 4%, faible chômage, en tout de 5% aussi. Donc les indicateurs purs sont plutôt positifs. En même temps, les inégalités de richesse sont énormes. C'est un des pays de l'OCDE où il y a le plus haut taux de pauvreté et d'inégalité. Donc c'est ça aussi qui est reproché au gouvernement 20% d'Israéliens. Oui, 20% sous le seuil de pauvreté. Et pour une grande part, les ultra-orthodoxes, donc juifs ultra-orthodoxes et citoyens arabes d'Israël. Donc c'est ça, c'est ce clivage, cette polarisation dans la société israélienne entre les différentes branches de la société qu'on lui reproche. L'autre bilan, vous en parlez aussi dans votre livre, c'est les liens entre la diaspora et Netanyahou qui se fissurent un peu au fil des années et il faut s'en inquiéter, vous dites. Ah oui. Alors d'abord, Netanyahou vient de battre, il y a quelques jours, le record de longévité à la tête du gouvernement israélien qui était détenu jusqu'alors par David Ben Gourion, le fondateur de l'État d'Israël. L'un comme l'autre en 2 mandats. Et on voit qu'effectivement, Netanyahou a un projet qui ne prend plus en compte les attentes de la diaspora et un sionisme qui, au fond, mise beaucoup plus sur les évangéliques aux États-Unis, au Brésil et ailleurs. Donc ce qu'on appelle, c'est un terme un peu étrange, les sionistes chrétiens, pour qui, je cite, la véritable Terre Sainte, ça n'est pas Israël, c'est la Cisjordanie occupée. Donc avec tout ce que ça implique de soutien aux colons et à l'extrême droite. Et on voit bien qu'aujourd'hui aux États-Unis, au fond, il tient peu en compte la communauté juive. Les tensions ont été très dures pendant l'administration Obama sur la question du nucléaire iranien, où il a affronté directement le président, alors que les juifs américains avaient voté à plus de 3/4 pour Barack Obama. Et il se fonde sur le soutien qui est, lui, inconditionnel des évangéliques, 20, qui ont applaudi des 2 mains le transfert de l'ambassade. Qui ont même poussé. C'était une promesse de campagne de Trump à sa base évangélique, entre autres dans le sud des États-Unis.
Et c'était une promesse de campagne de Bolsonaro, l'actuel dirigeant brésilien, à sa base évangélique, promesse qui n'a, à ce jour, pas encore été suivie d'effet. C'est très bien que nous régionalisions un petit peu cette problématique pour les dernières minutes de cette émission. Effectivement, on ne parle pas beaucoup du processus de paix entre Israël et la Palestine. Thierry Oberlé, est-ce que, en suivant les scénarios qui peuvent se présenter à partir du 9 avril, on peut attendre des évolutions positives ou négatives? Alors ici, tout le monde est dans l'attente du fameux plan de paix américain, les Américains surnomment le deal du siècle, qui est un serpent de mer. Pour l'instant, on en parle beaucoup, on l'a pas vu. Les Américains ont décidé de reporter son annonce à une date ultérieure aux législatives, d'attendre les résultats des législatives pour ne pas troubler la campagne électorale. Mais en tout cas, ce plan a été présenté aux Saoudiens. Ce plan devrait en tout cas voir le jour. Après, comment il sera reçu, sans doute très mal par les Palestiniens. Mais tout le jeu américain-israélien, parce qu'il y a une sorte, en tout cas, une proximité de vue, sinon plus, entre la Maison-Blanche et Netanyahou, c'est d'avancer des propositions, mais qui de toute façon n'auront pas... côté israélien, on pourrait avoir un oui mais, côté palestinien, il faut s'attendre à un non, et on peut avoir des pressions en revanche des pays sunnites sur les Palestiniens. Le rapport aux Américains, il est intéressant. Effectivement, Netanyahou est main dans la main avec Donald Trump. On vient de parler du transfert de l'ambassade que Netanyahou a également applaudi des deux mains. Mais Yair Lapid, qui est donc l'un des deux qui a fait alliance contre Netanyahou, en juin dernier, eh bien, il disait « Attention, Trump et les républicains ne seront pas éternellement au pouvoir. » Pardon, écoutez. I understand why is it politically convenient to the Prime Minister in the current state of affairs to be glued to the Trump administration. But on the long run and even on the medium run, this is a very, very bad idea. Comes November, we might have a Democratic Senate. Comes 2020, 2 years from now, we might have the president for another term, but we might have a Democratic president. And these are going to be Democrats with a lot of bad memories. Alors on a Citizen sur le Figaro.fr qui nous dit Netanyahou va gagner les élections de par sa gestion de l'économie, de la sécurité, des progrès diplomatiques. Revenons à Donald Trump, Elisabeth Marthe. Alors c'était un extrait qui était de juin dernier, donc le Sénat n'est pas devenu démocrate pour autant, mais ce qu'il dit est intéressant. Il faut faire quand même attention car eh bien, Trump n'est pas éternel, tout comme Netanyahou. Non. Oui, effectivement. Donc Netanyahou n'est pas éternel, les choses peuvent changer au Proche-Orient, on le sait bien. Maintenant, moi, je ne suis pas certaine qu'un changement démocrate amène un grand changement aussi sur le processus de paix, et ça dépendra de la personnalité du démocrate. Je pense que ça ne se résume pas à un républicain ou un démocrate. Donc là, il faut voir dans l'offre américaine des démocrates qui est prêt à faire avancer le processus de paix, avec quels partenaires dans la région. Sincèrement, pour l'instant, c'est impossible à dire. Donc effectivement, ils ne sont pas éternels, mais pour l'instant, je ne vois pas l'issue de ce problème israélo-palestinien. Trump et Netanyahou sont main dans la main. Ceci dit, vous me rappeliez juste avant que l'émission commence que sur le dossier syrien, Trump les a plutôt lâchés, en fait, Jean-Pierre Filiu. Ah oui, et comme toujours avec Trump, sans même se rendre compte de l'énormité de son geste. C'est-à-dire qu'il décide en décembre dernier son retrait hors de Syrie, sans prendre la peine de téléphoner à son grand ami, grand allié Netanyahou. Il faut voir que Netanyahou, pendant qu'il battait les estrades sur la menace nucléaire iranienne, a laissé durant ces dernières années s'implanter l'Iran à sa frontière nord, en soutien à Bachar el-Assad, et que quels que soient les raids ponctuels que mène l'armée israélienne, c'est une nouvelle réalité stratégique qui s'est imposée sous ses yeux. Là-dessus, son bilan en termes de sécurité est calamiteux. Car les gardiens de la Révolution, ils ne vont pas partir demain de Syrie, et les électeurs israéliens ne devraient pas oublier que c'est Netanyahou qui les a laissés s'installer. Merci beaucoup. Le mot de la fin pour Thierry. Hier, nous disions, pour préparer cette émission, que cette élection allait bien entendu être compliquée pour Netanyahou. Et vous me disiez que pour une fois, c'est peut-être ce qui est nouveau, il n'a pas son destin entre ses mains pour ce scrutin.
Oui, bah c'est la première fois depuis 10 ans qu'il se présente à une élection sans maîtriser son destin. Et ça, c'est vraiment une grande nouveauté. C'est ça qui rend ces élections très intéressantes. Et puis, pour la première fois, il a en face de lui un adversaire qui est de son calibre et qui a la même envergure que lui et qui peut gagner cette élection. Donc c'est très ouvert et on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt. Et vous lirez ça bien sûr sur Le Figaro, lefigaro.fr, et nous ferons probablement d'autres émissions à ce sujet. Merci beaucoup Elisabeth Marteux d'avoir été notre invitée. Jean-Pierre Filu également, je rappelle donc votre dernier livre, Main basse sur Israël, aux éditions La Découverte. Merci beaucoup Thierry d'avoir été avec nous en direct de Jérusalem. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt sur Figaro Live. Ciao.